Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter à cet entretien intitulé Les droits de l'homme et la démocratie en danger en Côte d'Ivoire en 2015. En vérité, vous n'avez pas tort de trouver pareil thème parce que lorsque l'on regarde d'où vient la Côte d'Ivoire en 2010, il est vrai qu'en 2015, les mêmes ingrédients, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. D'où votre préoccupation tout à fait juste et légitime. Et je voudrais dire également que la question des droits de l'homme et de la démocratie est toujours un danger pour toute l'Afrique chaque fois que l'on veut parler, chaque fois que l'on veut aller à des élections. Voilà donc le tableau dressé. Et vous me demandez quel est l'état des droits de l'homme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je dois pouvoir vous dire deux choses. C'est qu'à la vérité, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2010, mais j'allais dire depuis 2002, on peut estimer qu'on a un peu évolué, j'allais dire positivement, mais il ne faut pas se leurrer. Même si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les rebelles ou les ex-rebelles, si vous préférez, ne poursuivent plus les citoyens, même si en Côte d'Ivoire, on n'a plus la tragédie qu'il y a eu à Diokwe, même si en Côte d'Ivoire, on n'a plus les tueries macabres au quotidien, perpétrées par une rébellion armée, il faut reconnaître que les exécutions sommaires et extrajudiciaires, les chasses aux sorcières, les poursuites de ce qu'on a appelé les ennemis d'hier ou alors les probagos, etc., c'est vrai, se sont atténués, ont plus ou moins, se sont estompés, non pas disparus, mais se sont estompés. Je dois pouvoir vous dire qu'un autre type, d'autres types de violations graves des droits de l'homme germent ou perdurent en Côte d'Ivoire. Exemple, la disparition des enfants. Les enfants sont considérés comme la population la plus vulnérable qui soit. Un enfant ne demande qu'à vivre. Un enfant n'a pas de parti politique. Un enfant n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion. C'est un enfant. En quoi est-ce que les enfants des populations ivoiriennes vont être utilisés par des personnes sans foi ni loi, sans morale? C'est pour servir à des fins de sacrifice humain. Parce que c'est ce que cela doit avoir. Lorsqu'on ampute des enfants, lorsqu'on leur enlève le sexe, la tête, etc., mais c'est tragique. C'est un drame national. Et la violation des droits de l'homme à ce niveau est tellement gravissime qu'on a constaté que la réaction du pouvoir en place, c'était de donner 1 million à ces populations, à ces personnes, à ces parents-là. Comme si un enfant pouvait coûter 1 million, si 1 million pouvait acheter un enfant. Je pense que c'est une insulte, c'est du mépris vis-à-vis de la population. Et à ce niveau-là, vous me permettrez de saluer la mobilisation mondiale de la diaspora et des populations ivoiriennes qui ont pris leur destin en main. Il y en a qui ont dit que c'était une façon de politiser la chose. Mais je ne sais pas. Mais finalement, ceux qui nous dirigent, enfin ceux qui dirigent leur Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. On enlève des enfants, vous en parlez, vous accusez le régime de laxisme. Et puis on dit non, vous êtes en train de politiser la question. Nous faisons partie de ceux qui ont demandé au ministre de l'Intérieur de démissionner. Nous faisons partie de ceux qui ont demandé à la ministre de la Famille, de l'Enfant et de comment dirais-je, des Affaires sociales de démissionner. Parce que si vous êtes là, on vous a placé à ces postes-là et que les populations continuent de souffrir le martyre des enlèvements, je pense que quelque part il y a une complicité même du pouvoir en place. Bref, cela semble s'être estompé, mais cela continue.
Parce que ce qui se passe dans les fins fonds des villages, personne ne peut le contrôler. Et je voudrais évoquer un autre phénomène qui inquiète les Ivoiriens, c'est le phénomène des microbes. Déjà même ce terme en lui-même est méprisant pour les humains que nous sommes. Car c'est une façon d'animaliser les êtres humains. Et le régime lui-même accepte l'appellation de microbes. Nous sommes choqués en voyant cela. Mais en réalité, il s'agit de quoi? Que ce soit les microbes, les coupeurs de route. En réalité, ce sont des jeunes qui ont été armés par les mêmes. La rébellion hier, aujourd'hui, des groupes de jeunes qui les ont soutenus, qui les ont amenés au pouvoir. Certains n'ont pas déposé leurs armes, ils les ont gardées et puis ils sévissent. Soit à l'arme à feu, soit à l'arme blanche. Et les populations sont toujours traumatisées. Et récemment encore, quel est le scandale qu'on a vu? L'un des dirigeants de ce groupe de microbes-là a été exécuté, mais en public. Mais quelle est cette Côte d'Ivoire-là? Où on décapite quelqu'un en public? Où on massacre quelqu'un en public jusqu'à ce qu'il crève? Mais c'est une Côte d'Ivoire qui choque, qui traumatise. Il y a un problème. Un état de droit, même quand quelqu'un est criminel, on le soumet à la justice. Et c'est la justice qui tranche. Ma Côte d'Ivoire est en train de courir à la dérive. Et c'est grave. À côté de ces phénomènes où la vie humaine est en jeu, donc la violation grave des droits de l'homme et de la vie humaine, il y a aussi le droit à la santé. Dans notre pays, on nous dit que maintenant il y a une assurance maladie qui couvrirait tous les besoins de la population. Je crois que c'est encore un leurre. C'est un projet que nous avons appelé de nos voeux, qui n'a jamais eu lieu et qui aujourd'hui continue dans notre pays. Alors qu'on nous disait que les médicaments étaient gratuits, les populations continuent toujours de mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments gratuits. L'école elle-même, aujourd'hui, est en souffrance. L'université s'est remise en ébullition. Les écoles se sont remises en ébullition parce que notre société va mal. Le pauvre, l'enfant du pauvre n'a plus droit à l'université. Si l'université était fermée aux enfants des pauvres, moi qui vous parle, je ne serais jamais enseignant à l'université. L'université, le droit d'accès, c'était autour de 6 000, 7 000 francs à notre époque, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant où l'université va coûter 60 000, 100 000, c'est une fermeture aux enfants des pauvres. Et on nous dit qu'on va reconstruire de nouvelles universités. Et on nous dit qu'on va rééquiper l'université. Tout ça, c'est un leurre. Bref, la liste peut être longue. Les droits de l'homme vont mal dans notre pays et il n'y a pas d'amélioration. Tel est l'état succinct que je puis faire. Mais je dois vous dire que la situation est encore alarmante parce que semble-t-il que nous allons à une élection en 2015. Et là, nous allons en parler parce que, en tant que militants des droits de l'homme, nous sommes encore plus inquiets pour ces soi-disant élections à venir. Alors, la question que vous posez nous ramène simplement à comprendre que est-ce que les conditions aujourd'hui sont remplies pour qu'une élection se tienne en 2015? Je rappelle que la date d'octobre 2015 est une date constitutionnelle, puisque le pouvoir doit se changer chaque 5 ans. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas fini d'épuiser la crise de 2010. Parce qu'il y en a qui disent, oui, vous revenez toujours sur le passé, mais écoutez, ce sont les faits. Les faits sont têtus. Parce qu'en 2015, on ne sait toujours pas si c'est M. Laurent Gbagbo qui a vraiment gagné l'élection, ou alors si c'est M. Ouattara qui a fini par les gagner. Ce qu'on sait, c'est que celui qui a été plus fort militairement, soutenu par la communauté internationale, s'est imposé. Donc, le verdict des élections en 2010 reste toujours sur la table. Mais encore aujourd'hui, quand pour qu'une élection soit démocratique, il y a un maillon essentiel qui est l'institution, sinon les institutions qui nous permettent de valider cette élection. Car quand on parle de démocratie, cela veut dire que c'est le peuple qui décide. Mais le peuple, là, quand il a fini de voter, qui est censé donner le résultat du vote du peuple? C'est soit la commission électorale et en plus le Conseil constitutionnel. Malheureusement, aujourd'hui, ces deux institutions-là sont frappées de discrédit. La commission électorale indépendante, là, elle n'est pas indépendante. Elle est devenue pratiquement un club de soutien du pouvoir en place aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez qu'il y ait une élection indépendante, une élection démocratique, les institutions qui sont chargées de faire l'élection ne sont pas crédibles elles-mêmes. L'élection elle-même sera discréditée. La commission électorale indépendante, hélas, n'est pas indépendante.
Parce que le même Youssouf Bakayoko qui a failli en 2010 est encore à son poste pour être récompensé par M. Ouattara. Et puis il n'y a pas que la commission électorale indépendante. Plus grave, maintenant c'est le Conseil constitutionnel, duquel a démissionné le président Francis Vaudier, sans que l'on sache pourquoi. Et nous savons que c'est certainement parce qu'il a refusé que l'article 35 soit modifié au Parlement, alors qu'il fallait absolument un référendum. Il y a toujours la question de la sécurité qui ne permettra pas à la population de s'exprimer librement. Et cette question de la sécurité est l'une des conditions majeures, parce que c'est ce qui a manqué pour l'élection de 2010. Un membre de leur coalition, le RHDP, le Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix, à l'époque, c'était lui-même le porte-parole. Il s'appelle Didier Madi, le professeur Didier Madi. Il est allé soutenir un candidat quelque part dans le Nord, je ne sais plus si c'est faire KC ou quelque chose comme ça. Il a été poursuivi, il a failli être lynché. Un membre du RHDP qui va soutenir un candidat de son parti, donc du PDCI peut-être, mais il a failli être lynché. À plus forte raison, un opposant à M. Ouattara. Et ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. L'accès de Odiéné, par exemple, a été interdit à M. Afin Guessan à l'époque, lorsqu'il allait voir la première dame Simone Gbagbo emprisonnée là-bas à l'époque. Cela veut dire concrètement qu'il y a toujours la question de la sécurité qui ne permettra pas à la population de s'exprimer librement. Et cette question de la sécurité est l'une des conditions majeures, parce que c'est ce qui a manqué pour l'élection de 2010. Il n'y a que l'une des rares personnalités qui croyait à cette élection-là, le président Laurent Gbagbo, à qui nous avons demandé s'il estimait que la paix existait, que les conditions étaient remplies pour lui pour faire l'élection. On a vu le résultat. Et Dieu merci, dans le livre de François Mattei, le président Laurent Gbagbo lui-même a reconnu avoir commis l'erreur de faire l'élection alors que les rebelles n'avaient pas désarmé et que la commission électorale indépendante était toujours aux mains de l'opposition. Bien, je pense qu'il est bon, pour que nos téléspectateurs nous suivent bien, de recentrer les choses. M. Alassane Ouattara, au regard de la constitution ivoirienne du 1er août 2000, qui est en vigueur aujourd'hui, en vertu de, selon l'article 35, je veux dire, n'est pas éligible. Cela est connu de tous. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une haute juridiction ivoirienne, la Cour suprême, qui a rendu un arrêt en 2000, lorsque M. Ouattara voulait être président de la Côte d'Ivoire ou même simple député. La Cour suprême, alors dirigée par M. Tiakone, a rendu un arrêt dans lequel il a dit M. Ouattara n'est pas éligible aux nationalités douteuses. C'est clair. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, la seule décision juridique qui vaille, c'est celle-là, qui dit que M. Ouattara n'est pas éligible. Pourquoi? Parce que l'article 35 est très clair. Il a ces conditions qui sont incontournables, j'allais dire indéboulonnables. Selon ces conditions-là, il faut que les candidats soient nés de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il ne faut pas que le candidat se soit prévalu d'une autre nationalité, etc., etc. Bref. Alors, la communauté internationale, lorsque la Côte d'Ivoire connaît une grave crise, à Marcoussis, donc, les 23 et 24 janvier 2003, la communauté internationale propose donc à la Côte d'Ivoire de tout faire pour que M. Ouattara soit éligible. Et c'est à Pretoria que finalement, M. Thabo Mbeki, médiateur de la crise ivoirienne, demande à M. Laurent Gbagbo d'utiliser l'article 48, qui est un instrument, j'allais dire, dictatorial, un peu, mais légal, pour que le président Laurent Gbagbo fasse de M. Ouattara un candidat. Ce qui fut fait en 2010 et pour l'élection seule de 2010. Écoutez, quand M. Ouattara vient au pouvoir, qu'est-ce qui l'empêche, lui, d'organiser un référendum pour changer l'article 35? Il s'est bien fait organiser une élection législative pour créer un parlement à la tête duquel se trouve le chef de la rébellion, M. Guillaume Soro. Il a bien organisé les municipales. Pourquoi n'a-t-il pas organisé le référendum pour que l'article 35, puisque tout était favorable à lui, puisque les propagandes n'existaient plus, la Côte d'Ivoire est à sa merci, pourquoi il n'a pas organisé ce référendum? Non. Et aujourd'hui, là,
il va venir s'imposer aux Ivoiriens en disant que je suis candidat. Mais sur quelle base? Alors il y en a qui disent, notamment, je ne sais pas, je l'ai entendu un peu, peut-être de M. Bédier, je peux me tromper, dire que oui, mais il a été déjà président, donc mais attendez, il n'y a pas de disposition constitutionnelle selon lesquelles ou selon laquelle, parce qu'on a été président, on est d'office éligible à la prochaine élection présidentielle. Non, ça n'existe pas. À chaque élection présidentielle, le candidat sortant, le président sortant doit faire acte de candidature. Sur quelle base M. Ouattara sera éligible? Pourquoi n'a-t-il pas été éligible en 2000 selon la Constitution et aujourd'hui il va l'être? Sur quelle base? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel miracle? Parce qu'il a été président de force imposé par la communauté internationale? Non, nous sommes désolés. Il ne remplit pas les conditions et il ne sera pas éligible en 2015. C'est pour cela que la FIDOC en son temps avait proposé qu'une solution à l'amiable soit trouvée, mais à condition que M. Ouattara se dégonfle et qu'il comprenne qu'en politique, en démocratie, c'est toujours le consensus. Marcossi avait semblé être un consensus, mais un consensus d'abord biaisé. Soit. Aujourd'hui, là, sur quelle base il devient candidat? Nous avons souhaité qu'en échange, qu'il libère tous les prisonniers, qu'il crée les conditions pour que les exilés rentrent. Tout cela participe de la réconciliation nationale. Mais il a fermé les portes à tout. Au contraire, c'est le dictateur qui muselle l'opposition, qui casse les oppositions, qui casse les partis politiques. Non, en démocratie, vous ne pouvez pas être seul à avoir raison. Le parti unique n'existe plus dans notre pays. Bref, M. Ouattara n'est pas éligible. Et il n'y a pas de jurisprudence Laurent Gbagbo qui vaille. Parce que tenez-vous bien l'article 48, son pouvoir, ce n'est pas que quelqu'un s'autoproclame candidat. Non. Hier, nous avions fait comprendre à M. Laurent Gbagbo que l'article 48, son objet, ce n'est pas de faire des candidats éligibles ou inéligibles. Non. Son objet est tout autre. Et donc aujourd'hui, supposez que M. Ouattara prenne l'article 48 pour s'autoproclamer candidat. Mais coupons court, qui prenne l'article 48 pour s'autoproclamer président à vie, pendant qu'on y est, ça s'appelle de la dictature, et c'est un coup d'État contre la démocratie. Les Ivoiriens ne l'accepteront pas. En tout cas, nous, en tant que militants de la société civile, nous le dirons toujours. Donc, chers amis, il faut que les choses soient claires. M. Ouattara n'est pas éligible tant que la Constitution est en état. Et puis, il n'est pas question que l'article 35 soit modifié au Parlement. C'est seulement un référendum. Et maintenant, là, je crains fort qu'il soit trop tard pour organiser un référendum. Nous constatons que M. Ouattara est en train de préparer un passage en force. Mais il suffit qu'il regarde autour de lui. La force, la dictature ne marche jamais lorsque le peuple veut prendre son destin entre ses mains. Qu'il regarde le cas du Burkina Faso, où les 30 et 31 octobre 2014, la population a dit non, ça suffit à M. Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, il se réfugie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que ce cas-là. Nous avons aussi le cas de la RD Congo, où le jeune Kabila a voulu se faire un troisième mandat. Le peuple s'est soulevé. Il a dû faire marche arrière. Aujourd'hui, c'est le Burundi. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu le cas du Nigeria, où M. Goodluck Jonathan a dû finalement reconnaître sa défaite face au nouveau président Buhari. Bref, je dois pouvoir dire que les conditions en Côte d'Ivoire nous interpellent et les Ivoiriens ne se laisseront pas faire. Surtout que M. Ouattara n'est pas éligible. Nous exigeons que la constitution de la Côte d'Ivoire soit respectée. Et faute de quoi, l'élection elle-même sera frappée d'office de discrédit et sans valeur. C'est pour cela que pour nous, les conditions ne sont pas remplies pour qu'il y ait une élection. Maintenant, quant à savoir quelle est la position que nous adopterons pour ce qui est au fur et à mesure que nous évoluons, la FIDOC a souhaité se retrouver à Hambourg, en Allemagne, au mois de juin, en fin juin, donc les 5 derniers jours du mois de juin, à Hambourg, afin que nous puissions réfléchir. Et à ce moment-là, ce sont pratiquement toutes les représentations de la FIDOC, que ce soit celles des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de la France, du Danemark, d'accord, de l'Irlande, de l'Afrique, donc M. Guaméné qui arrive de l'Afrique, et puis j'allais dire aussi celle de la Suisse, voilà, celle de Luxembourg, etc., et de Belgique également. Toutes ces représentations vont se retrouver à Hambourg, mais également
nos amis et partenaires panafricains, de certains partis politiques, certaines associations qui militent aussi pour la cause de l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire viendront avec nous à Hambourg, en Allemagne, donc, pour participer à ce conclave-là. Et puis, il y a surtout nos amis et partenaires des parlementaires européens de l'Allemagne, donc, et même de la France, qui viendront pour réfléchir avec nous. Et au sortir de Hambourg, nous allons donner une position ferme pour que la démocratie et les droits de l'homme s'imposent en Côte d'Ivoire en 2015. J'ai dit.